Voilà, pas le choix. Bonjour, je m'appelle Lionel Dricot, je m'appelle Houplon. Alors vous connaissez sans doute le principe, vous avez tous déjà vu ça sur internet. Avant de pouvoir lire un article, vous avez une pub. Je vais donc faire la pub. C'est que mon pseudo Twitter c'est @Ploum. Donc je vous invite maintenant à allumer votre téléphone. D'habitude dans les conférences je vous demande de l'éteindre, mais moi je vous demande de l'allumer, d'aller sur Twitter, de me suivre. Youpi, je fais la pub. Si vous n'êtes pas sur Twitter, vous pouvez chercher ploum.net sur Facebook, vous pouvez liker la page. Et je vous invite exactement comme les organisateurs l'ont dit, à commenter directement la conférence en direct sur Twitter. Comme ça après moi je vois tous les feedbacks, toutes les insultes, tout ce genre de choses, et c'est très rigolo. Donc n'hésitez pas. Je vous en prie, vous me demandez peut-être qui je suis. Quand on rencontre quelqu'un, la première question qu'on pose c'est « Salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et moi quand on me pose cette question, je réponds généralement « Dans la vie, ouais, plein de choses. Je vis, je respire, je fais du sport, je dors, je fais plein d'activités, j'aime, je rêve. » Alors non, qu'est-ce que tu fais comme travail? Ah, comme travail, ouf. Parce que le travail c'est un peu pénible. Le travail il y a plein de choses. Hein. Faire la vaisselle, faire les courses, faire à manger, tout ça. Ça c'est vraiment du travail. Non, mais on te demande ce que tu fais comme travail qui te rapporte de l'argent. Et ça c'est intéressant. Parce que ça veut dire que quand on vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, la seule chose qui compte c'est le travail qui te rapporte de l'argent. Donc, pour me définir, on me demande ce qui me rapporte de l'argent. C'est comme ça je vais pouvoir me catégoriser, c'est pour ça que c'est comme ça que je vais avoir une identité. Et comme avoir une identité c'est central au fait d'être heureux, eh ben, il faut un travail. Il faut un travail pour se définir. Alors ça pose un gros problème. Alors oui, vous vous rendez bien compte que du coup le travail est primordial dans la société actuelle, qui permet de donner une identité. On s'en fout du fait que le travail ait le moindre résultat. En fait, ce qui compte, c'est d'en avoir un. Et ça pose un gros problème, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on définit ceux qui n'ont pas de travail. Alors ceux qui n'ont pas de travail, il y en a deux. Il y en a deux catégories. Il y a ceux qui n'ont pas de travail tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont beaucoup d'argent. Ceux-là, c'est les rentiers. Et en fait, on a une périphrase très élégante pour dire mais quand on est rentier, on dit moi je fais travailler mon argent. C'est assez marrant parce que ces gens-là, ils n'ont pas de travail, mais on les aime bien. En fait, c'est un peu l'idéal qu'on souhaite tous atteindre. On se dit, ils méritent ça. Ils ont dû bien travailler à un moment ou à un autre. Par exemple, ils ont hérité de papa ou maman. Et donc, et c'est chouette. Alors, il y a la deuxième catégorie de ceux qui n'ont pas de travail. Ce sont les chômeurs, ou les feignants, c'est pareil. Parce qu'on les aime pas, ceux-là. Ben oui, on aimerait bien qu'ils travaillent, parce qu'ils profitent de l'argent. On est quand même solidaires, parce qu'on se rend compte tous au fond de nous que ça pourrait arriver à tout le monde. Donc on cotise, on a de la solidarité, on a du chômage, mais on n'aime pas trop. On aimerait quand même qu'ils se bougent, et on aimerait qu'ils trouvent du travail. Alors, pour qu'ils trouvent du travail, parce qu'ils sont trop feignants, on va créer du travail. Bah oui, vu que s'il y a des chômeurs, c'est qu'il n'y a pas assez de travail. Et excusez-moi une seconde, mais là, donc, on va créer du travail. Le travail est tellement précieux en fait qu'on va même protéger notre travail. On va mettre des barbelés tout autour du pays pour éviter qu'on vienne piquer notre travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais par exemple là, avec les immigrés, on a peur que les immigrés viennent piquer notre travail. On a aussi peur que les immigrés soient feignants et profitent du chômage. En fait, on n'est pas trop sûr de ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, on a peur. Le travail, il faut le préserver et il faut le créer. Et l'idéal, c'est quoi? C'est que tout le monde ait un travail. C'est ce qu'on appelle le plein emploi. Tout le monde a un travail et il y a du travail pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au concept de plein emploi. C'est-à-dire que soit il y a trop d'emplois. Et là c'est marrant parce que alors ça veut dire que on n'arrive pas à répondre aux besoins de tout le monde. Il faut travailler beaucoup plus pour répondre aux besoins. La société est en mode survie. Soit il n'y a pas assez d'emplois et c'est la crise. Le plein emploi c'est le petit équilibre juste au milieu. Bon ben,
Comment y arriver? Alors comment y arriver? On va définir qu'est-ce que c'est le travail. Qu'est-ce que c'est le travail? Le travail, c'est produire de la valeur. Bah, c'est comme ça qu'on le définit, vu qu'on vous donne de l'argent en échange, c'est que vous produisez quelque chose, produisez de la valeur. Et ça c'est marrant parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le but du travail à un bon travailleur, c'est qu'il va produire plus de valeur qu'un mauvais travailleur. Donc plus on travaille, moins il y a de travail. Ah bah oui. Parce que le but, par exemple, quand vous faites la vaisselle, le but, c'est pas de prendre du plaisir à tremper les mains dans de l'eau chaude avec des restes de nouilles et de sauce bolognaise qui flottent. Enfin moi, si je vais prendre du plaisir, mais enfin ça c'est une autre histoire. Je veux dire que le but, c'est qu'il n'y ait plus de vaisselle. Donc le but du travail, c'est de produire quelque chose. Et il y a toujours un très bon travailleur qui va inventer quelque chose, il va inventer un logiciel, il va inventer une machine. Le banquier se raconte trop de conneries, ça c'est ça. Il va inventer quelque chose pour que ce soit encore plus facile, plus efficace. Et donc plus on est efficace, moins il y a de travail. Alors là, il y a deux solutions pour résoudre ce problème. On se rend compte que s'il y a moins de travail, il y aura plus de chômeurs. Donc comment on va faire pour créer du travail? Eh bien, il y a une solution très efficace qui s'appelle la croissance. La croissance, c'est quoi? C'est de se dire, ok, mais c'est pas grave, on va produire de plus en plus. Et on se dit que plus on produit, plus vous allez consommer. Ça paraît débile comme ça, mais je ne vais pas consommer du plein. Mais si, on a une solution miracle, ça s'appelle le marketing. Ça veut dire que on va vous convaincre que maintenant il faut changer de voiture tous les 2 ans, qu'il faut manger X, que c'est super bon, plutôt que de boire de l'eau du robinet qui vient d'une source à 1 kilomètre de chez vous. Vous allez prendre de l'eau embouteillée sur les pentes du Malzaro dans une bouteille en plastique avec du pétrole issu d'Arabie Saoudite, le tout envoyé avec un avion qui a fait 3 fois le tour du monde pour vous amener la bouteille dans le magasin près de chez vous. C'est pratique, alors on dit ah, c'est génial, on va continuer comme ça. Il y a quand même, on se rend bien compte que ce concept a une certaine limite. Il y a un moment où on pourra juste plus changer de voiture toutes les 2 semaines. On pourra plus enfiler 14 hamburgers par jour. Et puis d'une manière générale, la production c'est quoi? C'est de prendre, on a la planète Terre, et c'est de prendre un petit peu de morceau de la planète Terre et le transformer en déchets. Il y a un moment où on sera juste sur une planète de déchets, donc on se rendra compte qu'on ne peut pas y arriver. Donc la croissance, c'est un petit peu embêtant, mais on a l'impression que c'est la seule solution pour le plein emploi. D'ailleurs, si vous entendez les politiciens, ils sont tous d'accord qu'il faut de la croissance, il faut du plein emploi. La seule chose qu'ils ne sont pas d'accord, c'est la manière dont il y est arrivé. Donc le projet de société, c'est qu'on va on va consommer le plus possible pour transformer le plus vite possible la planète en déchets afin d'avoir l'opportunité de créer des emplois, afin de produire encore plus. Ça, c'est notre projet de société aujourd'hui. Planète Terre, je t'aime. Tu es belle, tu es bleue, tu as des nuages, tu as des espèces sauvages, tu as de l'atmosphère. Je t'aime vraiment beaucoup. Mais franchement, j'ai trop besoin d'un emploi, désolé. Ok. Il n'y a pas une autre solution, c'est un peu pessimiste là. Heureusement, on a inventé une deuxième solution. Et cette deuxième solution, c'est qu'on va un peu pervertir la notion de travail. Et comment on va la pervertir? Eh bien, il y a une manière que les humains, on est très fort pour pervertir quelque chose, il suffit de le mesurer. Parce qu'à partir du moment où on le mesure, on se concentre sur la mesure, on ne se concentre plus du tout sur l'objectif. Et comment on va mesurer le travail? Étant donné que chaque travail est complètement différent. Idée géniale. On va mesurer le temps qu'on prend pour faire un travail. Vous avez tous facturé. Qui a déjà facturé à l'heure ou au jour ici? C'est à peu près tout le monde en fait. Donc vous vous rendez compte que ce qui est génial avec cette définition, c'est exactement le contraire d'avant. C'est plus vous êtes lent pour faire un travail, plus vous êtes payé, moins vous êtes efficace, plus vous travaillez. Ça c'est excellent. Ah ben oui. Alors là vous dites, ouais, bon, il y a bien un moment où ça va foirer. Ben non, pour créer de l'emploi, il suffit d'être le plus inefficace possible. Alors, je suis d'accord, il y a toujours des gens qui sont super efficaces, il y a des bons travailleurs qui vont essayer de produire le plus possible de manière la plus optimale possible. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des fouteurs de merde partout. Mais, si on était vraiment... Il suffit de prendre ces gens-là et de les entourer dans un système administratif ultra complexe pour qu'ils ne sachent plus être efficaces.
Il y en a parmi vous qui connaissent SAP? Ok. Je ne dis rien, mais prenez par exemple le nouveau développeur qui arrive dans une entreprise. Si on lui dit, tiens, voilà 1000, 2000 euros, tu t'achètes ton ordinateur, tu t'installes ton truc, tu as une journée. Il arrive le lundi, le mardi, il commence à coder. Mais si au lieu de ça, on lui met un service informatique, un service d'achat, et qu'on lui dit, pour tout paiement, tu dois remplir le formulaire 3 bis que tu vas rentrer au service informatique pour l'installation de logiciels, ça doit être validé par le service d'achat, par le comité managérial de gestion du budget, qui doit signer en 3 exemplaires le formulaire 87 qui doit être envoyé à la secrétaire qu'à la fin elle vient de la journée avec une boîte de documents à faire signer. Eh bien, au bout d'un mois, le programmeur n'a pas encore écrit une ligne de code. Il y a 17 personnes qui ont travaillé à temps plein. J'exagère à peine. C'est du vécu. Est-ce qu'il y en a parmi vous que c'est... Je pense qu'il y en a parmi vous que je ne dois pas être le seul quand même, non? Ah, mais il y en a spontanément, oui. Donc, c'est... D'ailleurs, en fait, on le sait. Si vous allez dans une entreprise ou dans un ministère public et vous commencez à dénoncer cette inefficacité, on va vous regarder avec des grands yeux, on va vous dire, ouais, mais au moins, ça crée de l'emploi. Donc on le sait très bien. Moi j'appelle ça le creusage de trous en fait. Alors pourquoi? Parce que je dis toujours, les politiciens, chaque fois qu'un politicien vous dit on va créer de l'emploi, il faut imaginer que le plus efficace pour créer de l'emploi, c'est simplement de demander à quelqu'un de venir dans votre jardin, vous lui donnez 50 € pour qu'il creuse un trou. Et le lendemain, vous lui demandez de reboucher. Alors, il ne va pas être content parce qu'il va se rendre compte que c'est inutile. Alors il y a une subtilité. C'est que vous engagez 2 gars différents. Le premier, vous lui dites « Ah, j'ai vraiment besoin d'un trou. » Vous lui donnez 100 €. Le lendemain, vous demandez à un gars « Hey, j'ai un trou, j'ai un tas de terre, est-ce que tu peux le reboucher ?» Et à la fin de la journée, il dit « Super, merci. » Et ce qui est génial, c'est qu'au bout de 2 jours, il n'y a rien qui s'est fait. Il y a 2 emplois qui ont été créés, tout le monde est content. Et donc, chaque fois que vous entendrez un politicien parler de créer de l'emploi, imaginez-le avec une pelle en train de dire au gars creuse. Bon, au moins, on est arrivé au plein emploi sans détruire la planète. Si on passe son temps à creuser et à reboucher. Voilà. Bon, ben j'arrête la conférence là. Bonne nouvelle, on est arrivé. Plein emploi. Ouais, on est quand même pas super satisfait. Bon, ben j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est que, quoi qu'on fasse, on a beau être aussi inefficace qu'on veut, le travail va disparaître. C'est inévitable. Ça va prendre quelques années, ça va prendre quelques décennies. L'inefficacité, ça commence à se voir. Ça devient trop flagrant. Et voilà. Je prends l'exemple ici. Vous avez tous déjà peut-être vu sur Internet. Moi, j'étais dans une Tesla il y a 2 jours. Et Tesla, maintenant, a des modes de conduite quasi automatique. C'est là. Pour arriver ici à Bordeaux, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris Uber, j'ai appuyé, pouf, 2 minutes après, il y avait une charmante dame qui était là, qui m'a amené à l'hôtel. Si elle avait eu une Tesla et qu'il y a eu encore quelques upgrades, en fait, la charmante dame n'avait pas besoin d'être là. Donc vous voyez que ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. C'est des emplois qui sont en train de disparaître tout simplement parce que pas besoin, on n'a plus besoin d'humain. Un autre exemple, c'est on vient de faire des expériences avec des logiciels pour écrire des articles de journaux à partir de dépêches d'agence. Et on a demandé à un journaliste d'écrire l'article, on a demandé au logiciel d'écrire l'article. Le logiciel a écrit un article plus court, plus efficace d'après des tests auprès des lecteurs, donc mieux perçu par les lecteurs. Le logiciel a mis 6 secondes pour écrire son article, le journaliste avait mis 20 minutes. Alors on me dit toujours, ouais, mais il y a toujours un exemple où l'humain va être utile. Je challenge. Donc après, pendant la journée, vous pouvez toujours venir me dire, oui, mais ça. Et ben moi, par exemple, je vais vous dire, voilà, je donne une conférence. Je ne sais pas si vous avez vu une conférence, il y a une conférence TEDx de Edward Snowden, il était en Russie, et pour la conférence, ils avaient fait un robot avec un écran, avec son visage. Mais en fait, on n'avait même plus besoin de son visage. D'ailleurs, si vous avez été voir une conférence de Stephen Hawking, vous vous rendez compte qu'en fait,
Ben, si Stephen Hawking n'était pas là, c'est malheureux à dire, mais la conférence serait la même. Moi j'écris, j'adore écrire. On est en train de faire des logiciels qui sont capables d'écrire des best-sellers. La musique, moi j'aime beaucoup la musique. Eh bien aujourd'hui, c'est des algorithmes des prototypes, mais assez fonctionnels. Vous leur donnez tous les tubes des 10 dernières années, vous leur donnez aussi toutes les musiques qui n'ont pas fonctionné, et vous leur demandez, maintenant, avec tout ce que tu sais, produis-moi un tube. Et ça marche. On produit de la musique complètement artificiellement, et quand on le fait écouter aux gens, les gens adorent ça. Donc, ouais, tout est en train de partir. Je pourrais même vous parler, moi ce que j'aime particulièrement bien, c'est de me rendre compte que même les politiciens, en fait, vont disparaître. J'ai le temps? Alors, les politiciens, en fait, si vous pensez, tout le système politique et administratif qu'on a mis en place, c'est jamais que pour prendre des décisions au niveau global. Donc, voilà, on est tous ensemble là, et on n'est jamais d'accord sur rien. On a mis en place un système politique qui va prendre des décisions malgré nos désaccords entre nous. Et aujourd'hui, on est en train de créer des logiciels ça s'appelle le vote liquide, où pour chaque décision, vous pouvez soit prendre une décision, soit dire moi je fais confiance à telle personne, moi je fais confiance à Alexis, et je m'occupe de rien, c'est lui qui prendra les décisions pour moi. Et lui, il ne le sait même pas. Quand lui va voter, il votera à ma place. Et lui, s'il a fait confiance à quelqu'un d'autre, en fait ma voix sera transférée, mais je peux la reprendre quand je veux. Et donc on est en train de tous s'organiser là, on n'a plus besoin des politiques. D'ailleurs, un exemple flagrant, c'est regarder les politiciens, là, ils ont mis énormément d'énergie pour lutter contre un fléau terrible. Ils ont mis des volontés politiques avec des peines de prison, avec tout l'arsenal judiciaire et de répression. Ils ont même eu l'aide des grandes entreprises mondiales, les plus grandes fortunes pour développer des solutions techniques pour lutter contre un fléau terrible qui s'appelle le piratage de musique. Et l'effet net a été nul. Enfin, le gamin de 13 ans qui téléchargeait ses MP3, il n'en avait rien à foutre en fait. Donc, on est en train de se débarrasser de tous les emplois. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs parmi vous? Ah, c'est bien. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que ça aussi, en fait. J'ai imaginé, si vous regardez sur mon blog, l'entreprise qui n'existait pas, j'ai imaginé l'histoire d'un entrepreneur qui crée un algorithme, qui crée un service d'hébergement de site web, mais qui utilise Amazon. Il fait tous les algorithmes pour que ce soit automatique. Donc là, lui, il ne se casse pas la tête. Et pour la gestion même de l'argent, il fait payer en bitcoin. Et il s'arrange pour faire des algorithmes qui vont automatiquement investir en bourse en fonction de ce que lui a décidé. Et cette entreprise, en fait, commence à prospérer. Ça devient une des plus grandes fortunes dans mon histoire, une des plus grandes entreprises mondiales en termes de revenus. Et un journaliste tente de retrouver le créateur, et un jour on retrouve dans un petit appartement un cadavre qui est mort depuis 3 ans, c'était le créateur de l'entreprise. Ça fait 3 ans que l'entreprise tourne toute seule. Et on n'en est pas loin, on est vraiment en ça. Donc, voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que l'emploi est en train de disparaître. Le travail est en train de disparaître. La bonne nouvelle, c'est que le travail est en train de disparaître. Ah ben oui, honnêtement. Est-ce que vous aviez vraiment envie de travailler? Est-ce que c'est travailler qui vous motive? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Et que travailler est peut-être un moyen d'y arriver. Il y a une étude qui a montré aux États-Unis que plus de 70% des travailleurs ne sont pas satisfaits de leur travail. C'est quand même dommage. Alors, je vais vous poser 3 questions. Je vais demander à chacun de réfléchir. Si ceux qui sont éveillés, vous réveillez ceux qui dorment. Je vais vous poser 3 questions et vous allez essayer d'avoir dans votre tête la réponse. Vous notez ça. La première, c'est aujourd'hui, selon vous, quelle est la chose la plus importante que vous avez accomplie dans votre vie? N'importe quoi. Ça ne doit pas être grandiose. C'est quelque chose pour vous, vous dites ça c'est important. Ça, je l'ai accompli et ça c'est vraiment quelque chose dont je suis fier. La deuxième question, c'est que voulez-vous que vos proches retiennent de vous? La troisième question, c'est là, je vous annonce que en fait, l'air de cet auditoire est empoisonné et on va tous mourir lundi. Quelle est la première chose que vous allez faire demain? Maintenant, vous avez 3 réponses.
Combien parmi vous ont 3 réponses liées à leur travail? Combien ont 2 réponses liées à leur travail? Combien ont une réponse liée à leur travail? Un petit peu plus. Oui, je sais, si vous devez mourir lundi, il faut aller vite finir le rapport ce week-end. Mais ce qui est amusant, oui. Une réponse, il y a quand même eu 5-6 mains qui se sont levées. Mais donc vous vous rendez compte que, en toute grande majorité, finalement, la fin du travail, ben, c'est pas si mal. Alors, le problème, c'est que je l'ai dit, on se définit par son travail. Donc peut-être qu'il va falloir trouver une autre définition. Et on est intuitivement en train d'y arriver. Il y a quelques années, quand on allait sur un blog où il n'y avait pas Twitter, mais même au tout début des comptes Twitter, vous voyez par exemple, la bio c'était responsable achat chez Trucmuche. Et maintenant, la même personne, si vous voyez sa bio Twitter, c'est responsable achat, passionné de cuisine, cycliste, père de 3 enfants. C'est pas mal ça. On est en train de commencer à se dire, tiens, on peut se définir autrement. Et même le nom de la société Trucmuche, là, fait même plus partie de notre définition. Donc, le challenge maintenant, c'est de construire une société où le travail serait devenu facultatif, serait devenu volontaire, et où on pourrait se définir sans travail. Ça a un énorme impact aussi sur la manière dont le monde va évoluer, parce qu'il y a un dicton qui dit que j'aime beaucoup. Il est impossible de faire comprendre quelque chose à quelqu'un si son salaire dépend du fait qu'il ne le comprenne pas. C'est très important, ça veut dire que moi je l'ai vécu de plein fouet. J'étais dans une situation professionnelle justement X et beaucoup de gens autour de moi étaient en train de me prévenir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et non, je justifiais amplement. Et je ne le voyais vraiment pas. Et du jour au lendemain, en fait, on est venu me trouver avec une offre d'emploi pour une start-up et ça me plaisait beaucoup. Et le jour où j'ai rejoint cette start-up et j'ai laissé tomber mon projet professionnel précédent, je me suis rendu compte d'effectivement de problèmes moraux graves dans mon projet précédent. Mais c'est vraiment instinctif chez l'homme, on met des œillères. Et le fait de se dire, mais si l'emploi est facultatif, on ne pourra plus mettre d'œillères. Et ça c'est génial. Vous avez tous entendu parler de ce qui se passe chez Volkswagen avec les trucages des tests aux émissions de CO2. Donc ceux qui ne l'ont pas suivi, on a découvert que dans les Volkswagen, il y avait un petit logiciel qui permettait de voir si la voiture était sur un banc de test. Et si elle était sur un banc de test, on allait passer le moteur dans un mode où il produisait presque pas de CO2, comme ça, la voiture passait, le test était considéré comme écologique. Alors, les ingénieurs qui ont conçu ça ont une responsabilité morale grande parce que, en gros, ils ont permis à des millions de voitures de polluer beaucoup plus que ce qui était convenu. C'est quand même grave. Et moi, j'imagine très bien, le mec, on lui dit, il faut faire ça. Ouais, mais non, mais on va pas faire ça et tout ça. Je vais pas faire ça moralement, je peux pas. Et là, la question se pose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je démissionne, je me retrouve à la rue, je suis pas sûr de payer ma maison, je dois nourrir mes enfants? Ou est-ce que j'implémente juste ce petit logiciel en me disant que c'est pas grave? Eh bien, le CEO de Volkswagen, aujourd'hui, déclare que c'est de la faute des ingénieurs. Il n'est pas très élégant de la part d'un CEO, mais c'est très intéressant, ça veut dire que vraiment, maintenant, moralement, il faut être aligné avec ce qu'on fait. Donc, pour moi, il n'y a pas de 36 possibilités. Il faut avoir le choix de pouvoir partir. Il faut que le boulot soit volontaire. Et donc, finalement, en créant ce monde de travail facultatif, on est en train de rendre le monde vachement meilleur. Et donc, c'est vraiment une très très bonne chose. C'est comme si le travail avait été toujours une sorte de cage, pas inconfortable, pas toujours inconfortable, mais qui nous force à aller à tel endroit, ou nous force à nous garder dans un cadre physique, mais également mental, donc de ne pas trop percevoir ce qui nous dérange par rapport à notre travail. Et le fait de supprimer le travail, c'est comme si on disait, on ouvrait la cage. Alors ça fait très peur, on voit une grande étendue, mais on se dit, maintenant que la porte est ouverte, j'ai plus trop envie de rester dans la cage. Et c'est pour ça que je suis vraiment content en fait de commencer ces 2 jours sur le thème du bonheur au travail, parce que trop souvent quand je lis des articles de bonheur au travail, ils consistent en 2 choses. C'est soit comment rendre moins insupportable le travail, soit
Ouais, le bonheur au travail, c'est génial, les gens sont plus productifs quand ils sont heureux. Comme si on avait besoin d'un prétexte pour être heureux. Et si on vous dit, ouais, on est plus productif si on se coupe la jambe droite, vous... Je sais pas, mais moi je pense que le bonheur doit être, justement, doit être mis au-dessus. C'est une idée, ça, en fait. Si... Oh, si... Pas grave. Si au lieu... Quand on se rend compte, si au lieu de dire « qu'est-ce que tu fais comme travail ?» on demandait aux gens « qu'est-ce qui te rend heureux ?» Vous pensez pas qu'on apprendrait peut-être à mieux se connaître? Peut-être qu'on ferait une meilleure... je sais pas. Peut-être qu'on transformerait le monde petit à petit. Et donc, au tout début, là, en fait, oui, vous demandiez les... Qui je suis? Alors je dis « bonjour, je m'appelle Ploum, je suis... » Non, je suis pas. Je m'appelle Ploum et j'aime écrire. J'aime réfléchir à propos du futur, j'aime publier sur mon blog, j'aime écrire des fictions, que je publie notamment sur Wattpad, que je vous invite à lire, j'aime écrire de la science-fiction, j'aime partager mes idées, j'aime parler, j'aime être là aujourd'hui avec vous. Merci de m'avoir écouté.